Bonjour et bienvenue dans la suite de ma lecture d'Herborance de Ramus, lecture que je fais sans coupure et en essayant de dire aussi au cours de la lecture ce que celle-ci m'inspire. Et donc nous en sommes au chapitre 3 de d'Herborance, juste avant, à la fin du chapitre 2, quand d'Herborance était encore habitée, c'est-à-dire avant que la montagne fût tombée. Mais à présent, elle vient de tomber. 3. Ceux d'Azinda ont dit, ça a commencé par une salve d'artillerie. Les 6 pièces de la batterie ont fait feu en même temps. Ensuite, disait-il, il y a eu un coup de vent. Ensuite, il y a eu une fusillade avec des éclatements, des craquements, des décharges qui venaient de tous les côtés. À croire qu'on nous tirait dessus, toute la montagne s'en est mêlée. Le vent avait ouvert la porte toute grande, comme d'un coup de genou. Les cendres du foyer se sont mises à nous tomber dessus, comme s'il neigeait dans le chalet. Nous, n'est-ce pas ? Sur ce col, on n'est pas beaucoup au-dessous de l'endroit d'où l'éboulement s'est détaché, quoiqu'un peu plus de côté et en arrière. Et le premier bruit avait été occasionné par la craquée du surplomb quand il était venu en bas. Après quoi, ça a été la guerre. D'une chaîne à l'autre, d'une pointe à l'autre, il y avait comme des tonnerres autour de chacune des cornes qui se succèdent en demi-cercle de l'Argentine aux dents de Morcle, des rochers du vent à Saint-Martin. Cette description avec la métaphore filée de la guerre pour décrire la catastrophe naturelle, évidemment ça a plein d'échos dans notre monde d'aujourd'hui où malheureusement les guerres et les catastrophes naturelles s'enchaînent et parfois se superposent et sont redevenues le cœur de notre expérience ici. Or là, on a ce récit qui, pour pouvoir décrire la catastrophe naturelle, a besoin d'utiliser ce vocabulaire de la guerre, de l'artillerie, de la pièce de batterie, de la guerre, de l'époque ici de cet éboulement de la montagne. Je crois que c'est la fin du XVIIIe siècle que ça a lieu. C'est ceux d'Azinda qui ont dit plus tard, quand on est dans les récits qui deviennent petit à petit légendaires. Et puis, on va passer, après ce que disent ceux d'Azinda, à la suite. Ils étaient déjà debout. Ils étaient 3. Ils ne trouvaient pas leur briquet. Les bêtes qu'on avait rentrées pour la nuit, mais qui n'avaient pas été attachées, faisaient un grand remue-ménage dans l'étable, où elles menaçaient de tout renverser. Il a fallu d'abord que les hommes aillent mettre de l'ordre dans le troupeau. Ils avaient une lanterne à vitre de corne dont ils n'auraient d'ailleurs pas eu besoin, à cause du beau clair de lune qu'il faisait cette nuit-là. Mais ils se sont bientôt étonnés de voir la lune qui noircissait légèrement, qui s'est flétrie, qui est devenue triste comme quand il y a une éclipse, pendant que la lueur de la lanterne devenait plus nette, au contraire, faisant un rond sur l'herbe courte devant leurs pieds. Et c'est alors qu'ils avaient vu cette grande nuée pâle se lever au-devant d'eux. Le silence, peu à peu, revenait. Le bruit et le silence étaient déjà au cœur du début du texte du premier chapitre. Le silence, peu à peu, revenait. Ce silence qui a été brisé par l'éboulement et
de manière brutale. Le silence peu à peu revenait. Elle a grandi de plus en plus derrière la crête qui leur masquait encore les fondes d'herborance, étant là comme un mur qui montait par-dessus un mur. C'était comme une grosse fumée, mais sans volute, plate. C'était comme un brouillard, mais c'était plus lent, plus pesant. On voit qu'on cherche à décrire, mais qu'on n'a pas les mots. On a ce vocabulaire de la guerre, on a du vocabulaire de la nature, de phénomènes comme la fumée, le brouillard, etc. Mais c'est pas tout à fait ça. Et l'événement est tellement exceptionnel que les mots manquent. Ce elle qui vient là. Elle, mais qui est-elle? On n'a pas de elle, on se dit mais il y a une femme qui vient, non? Qu'est-ce qui se passe? Elle. Mais elle, qui? Quoi? Ce moment d'imprécision ici qui nous surprend et qui, évidemment, va nous faire nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la masse de ces vapeurs tendait, la masse de ces vapeurs. Pourtant, la vapeur, c'est censé être léger. Mais la masse de ces vapeurs ici, la vapeur qui devient dure et alourdie, la masse de ces vapeurs tendait vers en haut d'elle-même, comme de la pâte qui lève. Encore une fois, la comparaison, on avait déjà vu qu'il y a plein de comme dans ce livre, c'est bourré de comparaisons. Et comme de la pâte qui lève, et on compare la nature à ce qui nous est familier, c'est-à-dire la vie de tous les jours, la pâte qui lève, comme quand le boulanger a mis la pâte dans son pétrin, et elle gonfle dans le pétrin, et elle déborde du pétrin, avec ce rythme qui vient tout d'un coup, pétrin, 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 et peut-être le sens figuré du mot pétrin qui arrive. On est dans le pétrin, mais en même temps, il y a cette image tout à fait concrète, presque sensuelle, le pétrin, le boulanger qui tâte la pâte. Mais on a la réponse après. De qui est ce elle? C'est la montagne qui est tombée. Les hommes toussaient, ils éternuaient, ils penchaient la tête en avant, essayant de s'abriter derrière l'aile de leur chapeau. Mais c'était une fine poudre, une impalpable poussière qui, étant suspendue partout, pénétrait tout. Et ils ont bien été obligés de s'y enfoncer quand même, car elle venait maintenant sur eux. Ils ont fait quelques pas dedans, puis encore quelques pas dedans. Ils s'arrêtent. Tout d'un coup, le présent. On y est avec eux dans cette poussière, dedans vraiment. L'un d'eux même a dit « Est-ce prudent d'aller plus loin ?» Il disait « On est de nouveau dans le passé, oui, ce va-et-vient. On y est plus, c'est eux. Est-ce que c'est solide ?» On parlait de vapeur avant. Et on risque bien de ne rien voir. Seulement, ils ont été poussés en avant par l'amour-propre. Ils ont été poussés en avant par la curiosité. D'ailleurs, les bruits se faisaient de plus en plus rares. Retour au silence. Les bruits se faisaient de plus en plus rares, de plus en plus espacés, de plus en plus sourds, de plus en plus intérieurs, comme, à nouveau le comme. Vraiment, c'est comme il scande aussi le texte, ces comparaisons qui viennent à chaque fois nous donner une idée plus familière à partir d'événements extraordinaires qui ne sont pas de l'ordre du vécu pour nous autres qui n'y étions pas, comme au commencement d'une longue digestion. Et des images souvent surprenantes, comme le pain avant, le pétrin, ici la digestion. Il venait à présent d'au-dessous de vous. On se remet à leur place.
Ça n'est plus eux, c'est vous. Vous là, ceux qui êtes dans cette lecture-là. Vous, au-dessous de vous est comme du dedans de la terre. De sorte que les trois hommes, on ne sait toujours pas qui sont ces trois hommes, c'est peut-être ceux du premier chapitre, mais ils n'étaient que deux. Est-ce que c'est d'autres personnages? Tout cela reste tout à fait mystérieux, de sorte que les trois hommes ont pu facilement s'avancer jusqu'au bord du vide, là où il y a le col. Ils ne voyaient rien. Ils voyaient seulement cette masse blanche qui remuait. Ils étaient tantôt privés de toute vue, tantôt par une faille ou une déchirure qui se faisait dans ces vapeurs, ils les apercevaient elles-mêmes, mais elles cachaient tout. Elles cachaient non seulement le fond de la combe, mais les parois qui l'entouraient. Et ainsi, on ne pouvait pas distinguer d'où l'éboulement s'était détaché, et on ne pouvait pas le distinguer lui-même. On ne distinguait rien toujours que ces buées, comme quand on regarde dans une cuve à lessive. Toujours tout d'un coup ce quotidien qui vient, un quotidien qui traditionnellement est de l'ordre du féminin. La lessive. C'est l'épouse qui faisait la lessive en ce temps-là, bien souvent aujourd'hui encore d'ailleurs, mais c'est pas le débat de ce livre-là. Mais tout d'un coup, alors qu'on vit une catastrophe, on se retrouve à la maison. La lessive, on trouve ces comparaisons banales, mais tout à fait étranges à cet endroit-là quand même. Comme quand on regarde dans une cuve à lessive, on ne distinguait rien que leur confusion même, vaguement éclairée par la lune. Et comme, encore un comme, et comme roussie par elle, qui était rousse dans le ciel, puis disparaissait dans le ciel, puis est reparut, puis est reparue encore une fois. La lanterne qui était posée à côté des hommes pâlissait, puis reprenait de la force, puis pâlissait de nouveau. Ils s'étaient couchés à plat ventre, ne laissant dépasser que le haut de leur figure, c'est-à-dire le front et les yeux. Et il y en a un qui a dit « Combien penses-tu qu'ils étaient ?» Ma foi. Le troisième a dit « Savoir s'ils étaient déjà tous montés ou non, une quinzaine, une vingtaine. » S'étant habitué maintenant à peu près au manque d'air, bien que toussant encore par moments, ils se tenaient là, ayant commencé une conversation à voix basse. Et ça grondait sourdement sous eux pendant ce temps. Et comme ils avaient le ventre appliqué contre la montagne, ils entendaient avec le ventre les bruits de la montagne. Ils entendaient avec le ventre. On voit ce mélange des sens. On entend avec le ventre et on avait la métaphore ou la comparaison tout à l'heure avec des choses liées à la nourriture, au pain, au pétrin par exemple. Ils entendaient avec le ventre les bruits de la montagne qui montaient à travers leur corps jusqu'à leur entendement. Je relis cette phrase parce qu'elle est assez extraordinaire. Et comme ils avaient le ventre appliqué contre la montagne, ils entendaient avec le ventre les bruits de la montagne qui montaient à travers leur corps jusqu'à leur entendement. Pour comprendre ce qui se passe, il faut entendre avec le ventre. Ça, c'est ceux d'Onzinda. Mais dans la suite du chapitre, eh bien, on va se retrouver avec le témoignage, la perception d'autres, ceux du Sanetch. Après une petite coupure qu'on voit ici, puis ensuite ceux de Zamperon, où
Zamperhorn, sans doute en allemand. On est dans des régions où on est à la frontière des langues aussi. Ceux du Saanetch étaient également accourus, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du nord-ouest, à l'autre bout de la grande paroi. Eux se tenaient au-dessus du passage du porteur de bois qui s'enfonce droit en bas vers ses fonds par des cheminées. Eux, ils se parlaient dans leur langue. C'est bien ce que je disais avant, on n'est plus dans la même langue. Puisqu'on est Saanetch, c'est le Haut-Valais, c'est un endroit où l'on parle du suisse allemand, et un suisse allemand qui, semble-t-il, n'est pas compris même par les autres suisses allemands. Donc c'est un langage tout à fait différent, et entre ces gens qui parlent français, sans doute des patois franco-provençaux aussi, et ces gens qui parlent un dialecte alémanique, la communication peut être compliquée. Eux, ils se parlaient dans leur langue, qui est une langue qu'on ne comprend pas, parce que c'est du gravier allemand. Ça, c'est une métaphore qu'on utilise encore pour parler du suisse allemand, du Schweizerdeutsch, du gravier allemand. Ils se parlaient en faisant des gestes vus de personne, même pas vus d'eux-mêmes, toujours dans cette ambiance de brouillard, comme la buée de la lessiveuse. Ils avaient dû, pour venir jusque-là, traverser toute une étendue. Je recommence parce que j'ai coupé la phrase au mauvais endroit. Ils avaient dû, pour venir jusque-là, traverser toute une étendue de lapiers, qui sont des roches qui ont été anciennement travaillées par l'eau des pluies. Et elles ressemblent à une mer arrêtée, ayant encore sa succession de crêtes, de replis, de surplombs, étant toutes percées de trous ronds, là où l'eau faisait des remous. Et eux aussi interrogeaient ces profondeurs, d'où montaient seulement, comme en réponse, des grondements inexplicables, des grognements dépourvus de sens, d'où montaient seulement ces langues et ces tourbillons de poussière, comme le gravier de la langue allemande, de la langue suisse-allemande, de ceux du Saanetch, le col du Saanetch, qui se mêlent dans une atmosphère étrange. Ils étaient pris dedans, encore un mot qui revient souvent. Ils étaient pris dedans, ayant un goût d'ardoise pilée dans la bouche. Un goût d'ardoise pilée dans la bouche, ça ne doit pas être très agréable. Ils étaient pris dans une épaisseur, puis dans une nouvelle épaisseur, enveloppés, puis moins enveloppés, puis de nouveau enveloppés. C'était donc ceux du Saanetch, et on se retrouve maintenant avec ceux de Zamperon. Quant à ceux de Zamperon, ils sont restés cramponnés à leur paillasse jusqu'à ce que le jour ait paru. C'est 3 ou 4 chalets où montent les gens de Premier, qui est un village tout voisin d'Aïr. Zamperon, c'est 3 ou 4 chalets qui sont un peu au-dessous de Derborance, à son débouché sur la gorge qui descend au Rhône. Ses habitants se sont plutôt ainsi trouvés juste dans le coup d'air quand il est venu, arrachant les pierres des toits, enlevant même tout entier les toits de ceux de 2 ou 3 petits fenils qui sont là, les emportant au loin comme des chapeaux de paille. Encore tout d'un coup, ce comme avec ces chapeaux de paille qui viennent presque alléger les choses. Le petit chapeau qui s'envole et qui n'a l'air de rien, comme des chapeaux de paille rasant un pan de jeune bois sur un avancement de la montagne, et passant les trous des murs non maçonnés, ils avaient atteint les hommes sur leur paillasse, comme avec la pointe d'un bâton. Ces comparaisons qui toujours rendent les choses plus petites, au fond, les poussant en bas de leur couchette. On entendait s'écrouler les baquets à fromage, on entendait les bancs tomber à terre, les portes étaient secouées, comme si on les avait prises à 2 mains. En même temps, ça bouge et ça gronde. En même temps, ça craque. En même temps, ça siffle.
Ça se passait à la fois dans les airs, à la surface de la terre et sous la terre. Dans une confusion de tous les éléments où on ne distinguait plus ce qui était bruit de ce qui était mouvement, ni ce que ces bruits signifiaient, ni d'où ils venaient, ni où ils allaient, comme si c'eût été la fin du monde. Il y a vraiment, effectivement, cette atmosphère apocalyptique qu'on nous décrit et surtout cette perte des repères permanente ici. Si bien qu'ayant empoigné les cadres de leur lit pour ne pas être jetés à terre, ceux de Zamperon s'y étaient tenus aplatis, plus morts que vifs. Immobiles, sans cri, la bouche ouverte par la peur, mais la bouche pleine de silence. À nouveau le silence. La bouche, cette bouche avec ce goût de gravier ou ce goût d'ardoise pilée, mais surtout ce goût de silence, pleine de silence. La bouche pleine de silence, secouée de frissons, vidée de vie dans tous leurs membres. Ils n'avaient plus bougé pendant longtemps. Puis, peu à peu, l'air était retombé à son calme habituel. Peu à peu, on n'a plus rien entendu que de sourds déplacements et de lointains glissements. Ils ne disaient toujours rien, ils ne s'étaient pas encore appelés les uns les autres. Une sorte de stupéfaction qui apparaît et qui fige ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu attendre que le jour ait paru, qui à cette saison vient heureusement de bonne heure. Dès les 3h30, quelque chose de pâle et d'incertain bouge et vacille déjà. D'ordinaire au-dessus des crêtes de la montagne orientale, faisant tomber les étoiles une à une. Ça, c'est une très belle image, faisons tomber les étoiles une à une de cette aube matinale. On est à la belle saison, hein, ici. Donc faisons tomber les étoiles une à une, comme les fruits de l'arbre à mesure qu'ils sont mûrs. Retour du familier, du quotidien, du ventre à nouveau, les fruits qu'on a envie de manger. Ce jour-là, il n'y a pas eu de montagne, il n'y a pas eu de crête, il n'y a pas eu de soleil non plus. Cette disparition du soleil qui est au cœur de cet autre roman de Ramus, Si le soleil ne revenait pas, et qu'on a déjà ici, qui évidemment en montagne, quand on est à l'ombre des montagnes, on peut pendant un temps long ne pas voir le soleil, quand on est sur la mauvaise pente. Il n'y a pas eu de soleil non plus. Le jour retardé s'est répandu tardivement et difficilement, mais un peu partout à la fois, sans s'être montré d'abord en un point précis du ciel. On a vu que l'espace était entièrement occupé par un brouillard jaune, dont le premier homme qui est sorti de son chalet s'étonne, et où il s'étonne d'être, puis il y a autre chose qui l'étonne, sans qu'il sache encore ce que c'est. C'était un nommé Biola de Premier. Tout d'un coup, on a l'identité d'un personnage nouveau, celui qui est le premier homme, comme si c'était Adam qui débarquait non pas sur un paradis terrestre, mais sur une forme peut-être d'enfer, en tout cas de monde nouveau, différent du précédent. S'étant mis assis sur sa paillasse, parce qu'on commençait à y voir, il avait appelé son collègue. Il lui avait dit « Tu viens ?» Point de réponse. Il appelle encore « Loutre, hé, loutre !» Point de réponse.
ou bien si tu es mort. Il voyait le ciel à travers un trou qui avait été pratiqué par le coup de vent de la nuit dans la toiture. Ce trou était situé juste au-dessus de lui. Il était assez large pour laisser passer un homme. Et lui, comme on continuait à ne rien répondre, sort alors une jambe de dessous sa couverture, une jambe dans son canon de pantalon, parce qu'il couchait tout habillé. Il reste là à prêter l'oreille, et rien, et toujours rien. Et il sort l'autre jambe. Vous voyez, à nouveau, des petits mots qui scandent le texte, et rien, et toujours rien. Et il sort l'autre jambe. L'outre. Voilà alors que l'outre a bougé. Biola voit l'outre qui le regardait. À nouveau, ce mélange des temps qu'on a ici. Biola voit, il le voit là maintenant, qui le regardait au passé. Couché sur son lit. Tu ne viens pas avec moi ? L'autre secoue la tête. Eh bien, tant pis, j'y vais quand même. Biola se met debout. Il fait grand jour à présent, dans la pièce, grâce au trou qui est percé dans le toit, si bien que Biola s'avance sans peine, constatant seulement que dans le chalet tout est par terre, que les choses qui étaient pendues à des chevilles ou posées sur les rayons ont quitté leurs chevilles et leurs rayons, que les baquets de lait sont renversés. Ayant mis ses souliers, Biola s'achemine à travers les flaques jusqu'à la porte. Il cherche à ouvrir. La porte n'ouvre plus. Un affaissement qui s'est produit dans le mur en a fait jouer le cadre. Il lui a fallu passer par le trou du toit. L'outre l'a poussé d'en bas et l'a soutenu par les jambes. Il arrive ainsi à l'ouverture d'où il se penche, tendant les mains à l'outre, et ayant sauté à bas du toit le premier, il s'étonne du brouillard où il est, s'étonnant en même temps de la grandeur du silence qui l'entoure. Retour de ce silence. Et le silence est sans doute ce qui crée la menace, ce qui crée la peur. La grande peur dans la montagne, autre titre de Charles-Ferdinand Ramu. Car quelque chose y manque, quelque chose qui y était n'y est plus. C'est le bruit du torrent qui a cessé de se faire entendre. Bien qu'on fût à l'époque de l'année où il est le plus riche en eau. Loutre, loutre, où es-tu ? Loutre, ici. Loutre, tu entends ? La lizerne. Loup, loup, où y es-tu ? Que fais-tu ? Enfin, il y a presque cette comptine qui nous vient dans la tête ici avec ce loutre, un animal. Et évidemment, l'autre loup, y es-tu ? Tu entends la lizerne. La lizerne, ça doit être le nom du torrent, si je pense bien comprendre. Alors l'autre a dit, je viens. Ils se sont trouvés dehors les deux ensemble. Ils s'avancent sur le chemin semé de feuilles d'ardoise que le vent a transportées, et elles se sont fendues par le milieu, en retombant, ayant des fibres comme du bois. On sort des autres maisons. On voit cette scène où les gens, petit à petit, sortent dans ce monde nouveau et détruit qui est celui d'après la catastrophe. Ils s'aperçoivent à peine les uns les autres, à distance. Puis, étant plus près, ils ne se reconnaissent même plus, se faisant peur les uns aux autres à cause de leurs figures défaites. À peine s'ils parlent, ils soupirent, ils se regardent, ils secouent longuement la tête. Ils arrivent devant la maison des Donnelois. La porte s'ouvre brusquement, et un jeune garçon en sort qui les regarde. Mais est-ce qu'il les a seulement vus ? Parce que tout à coup, il part en courant sur le chemin de la vallée. On a l'impression de zombies, de morts-vivants ici, qui sortent
des maisons, mais qui ne se voient pas. On ne sait même pas ce qui se passe vraiment dans ce brouillard d'après la fin. Il l'appelle Dzozé. Dzozé, c'est Joseph. C'est le nom qu'on donne aux fribourgeois, mais ici, on est dans un autre canton. On est à Derbrance, ou plutôt, si je me souviens, à Zamperon, donc en Valais, je crois. Dans cet endroit, oui, on est entre le Valais et Vaud, hein, dans les montagnes des Alpes, évidemment. Et Dzozé, il n'entend rien. Il l'appelle, mais il a déjà disparu, englouti par l'opacité de l'air qui s'entr'ouvre et se referme, comme un lourd rideau sans pli. Eux continuent à s'avancer sur le chemin qui mène à Derbrance. Il n'y a guère qu'un quart d'heure de marche. Ils continuaient à se débattre dans une espèce de brouillard. À nouveau, ce va-et-vient entre le présent et l'imparfait. Ici, ils continuaient, on revient dans la description d'un passé, mais happé par le présent, ou peut-être le contraire, peut-être est-ce le présent qui est happé par le passé. Ils continuaient à se débattre dans une espèce de brouillard qui était comme des feuilles d'ouate sales, posées les unes devant les autres avec des poches d'air dans l'intervalle, qui était comme les pages d'un livre réunies en haut par la reliure et qui, dans le bas, s'écartaient, ou s'écarteraient plutôt. Elles s'effrangeaient toujours plus, elles étaient de plus en plus pénétrées par la lumière. Finalement, ils ont pu voir. C'est-à-dire que, s'étant arrêtés sur le chemin, ils ont vu que le chemin était barré. Ils ont vu qu'il y avait comme un grand mur en travers du chemin. Et en travers du chemin, pour cette répétition, en travers du chemin, c'était comme un devant de fortification, avec un glacis, des défilés, des créneaux, des meurtrières. On retrouve la métaphore guerrière du début. Le mur se tenait devant eux et il était descendu là pendant la nuit. Descendu d'où ? C'est ce qu'on ne pouvait pas voir encore. Mais il était là, formant barrage, avec de gros blocs et de petits, du sable, du gravier, du béton, tandis que le lit du torrent qui en sortait était desséché, montrant à nu le fond de son lit où quelques mares restaient emprisonnées. Ce changement des lieux habituels, on connaît ces lieux, on les arpente depuis toujours, et tout d'un coup, tout a changé, tout devient étrange et on cherche les comparaisons qui vont nous permettre de saisir ce que c'est comme un mur, ces murs qu'on dresse pour des raisons guerrières, pour empêcher les gens de passer. Or là, c'est la nature qui, elle-même, crée ce mur. Le mur a bougé lui-même. Halte! Qui est-ce qui crie? C'est le vieux plan, ou c'était, là encore, on repasse au passé. C'était le vieux plan qui garde les moutons dans les hauts ravins de la Derbonnaire. À main gauche pour eux, du côté du sud-ouest, s'ouvre dans l'épaisseur de la chaîne une espèce de couloir à forte inclinaison, tellement rocheux et aride que seuls les moutons y fréquentent. On voit le troupeau dégringoler dans la pierraille, lui-même comme une chute de pierre. On le voit dans le fond d'un creux, comme un petit lac aux eaux troubles, quand un peu de vent passe dessus. On le voit qui erre sur les pentes où il semble l'ombre d'un nuage. On l'a vu, et en avant de lui, il y avait le vieux plan. Halte! Il est perché sur le haut d'un quartier de roc, d'où il tendait la main vers nous. Vraiment dans cette utilisation des temps des verbes où on ne sait pas où on en est, il est perché, il tendait la main, on l'a vu, il y avait, mais on le voit. Tout ça s'entremêle.
quand, on est où, on est perdu. Il a hoché la tête. Alors d'abord il dit « N'allez plus loin » et puis il a hoché la tête dans sa barbe blanche, ayant une longue houppelande. Elle était couleur de rouille, couleur de mousse, sa houppelande, couleur d'écorce, couleur de pierre. On cherche à décrire toujours, avec des images plus familières. Elle avait la couleur des choses de la nature, ayant longtemps connu comme elle les grands soleils, les averses, la neige, le froid, le chaud, le vent, les emportements, les repos de l'air, la longue succession des jours et des nuits. N'allez pas plus loin. D-I. Il riait. D-I-A. Vous comprenez? Et comme il parlait ainsi, voilà que quelque chose bouge là-bas, entre les pierres. Quelqu'un venait, ou cherchait à venir. Il voit que c'est un homme, mais à peine si cet homme se tenait encore debout, faisant un pas, étant obligé de s'accrocher des deux mains à la roche la plus voisine avant d'en faire un nouveau, qu'il hasardait quand même, tombant ensuite de côté. Il regarde mieux. Et disent-ils, c'est Barthélemy. Et ils ont couru à sa rencontre pendant qu'on entendait le vieux Plan qui criait « Attention, pas plus loin, arrêtez, arrêtez !» C'est ainsi que se termine ce chapitre 3 avec Barthélemy. Qui est Barthélemy? On le découvrira. On le découvrira plus tard. Barthélemy nous racontera sans doute quelque chose. Mais Ramu nous arrête au moment où il se passe quelque chose. Et on a envie de savoir la suite, même si la suite, ça n'est pas Barthélemy, ça n'est plus ces personnages-là, où on nous a montré dans les 3 premiers chapitres, au fond, les choses de différents points de vue, et ça continuera dans le chapitre 4, puisqu'il s'agira de Thérèse. Il y a eu très peu de femmes jusque-là dans cette histoire-là. Il y en a eu une évoquée à la fin du chapitre 1. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Thérèse. On découvrira donc qui est Thérèse dans le chapitre 4 de d'Herborance de Charles Ferdinand Ramu. Au revoir et à bientôt.